Malcolm Little, connu sous le nom de Malcolm X, également connu sous le nom d'El-Hadj Malek El-Shabazz, né le 19 mai 1925 à Omaha, Nebraska, est mort assassiné le 21 février 1965 à Harlem, État de New York, est un orateur, prêcheur, porte-parole de Nation of Islam, militant politique et défenseur des droits de l'homme afro-américain. Après avoir été une voix majeure du nationalisme afro-américain et de Nation of Islam, il quitte ce dernier en 1964, pour rejoindre l'islam sunnite et embrasser des vues plus universalistes, et devenir une figure de proue du mouvement américain des droits civiques, du panafricanisme et du socialisme. Dans les derniers mois de sa vie, il appelle à une unité des divers mouvements des droits civiques, et se rapproche d'autres leaders afro-américains, comme le pasteur baptiste Martin Luther King, John Lewis, président du Student Non-Viol Coordinating Committee, SNCC, ou encore, Fannie Lou Hamer, icône charismatique du Mississippi Freedom Democratic Party. En janvier 1965, lors d'une réunion du Congress of Racial Equality, il appelle à soutenir tout mouvement œuvrant pour les droits civiques. Malcolm X est l'une des 4 grandes icônes des mouvements afro-américains, pour abolir les discriminations raciales aux États-Unis avec Rosa Parks, Daisy Bates et Martin Luther King, pour la période qui va de 1954 à 1965. Dans certains États fédérés, depuis 1979, le Malcolm X Day est un jour férié le 19 mai. Malcolm Little est le fils du révérend Earl Little, charpentier et prédicateur baptiste, et de Louise Little. Earl Little, né dans l'État de Géorgie, a 3 enfants, Ella, Mary et Earl Jr. Nés d'une précédente union. De son mariage avec Louise Norton naissent 7 enfants, Malcolm étant le 4e. Leurs prénoms sont par ordre de naissance, Wilfred, Hilda, Philbert, Malcolm, Reginald, Yvonne et Wesley. Le père de Malcolm est un prêcheur baptiste convaincu, adhérant aux idées de Marcus Garvey, qui prône alors le retour des Afro-Américains en Afrique, Libéria, refusant l'intégration à la société américaine, ce qui a très largement marqué les vues politiques de Malcolm sur ce sujet. Earl Little et Louise Little sont membres de l'Universal Negro Improvement Association and African Communities League. Dans son autobiographie de 1965, Malcolm décrit son père comme un imposant homme noir borgne, mais portant un œil de verre. 4 de ses oncles ont été tués par des Blancs, dont un lynché. Sa mère Louise Helen Norton Little, est née à la Grenade, Antilles, d'une femme afro-américaine et de son violeur blanc. Elle est tout ce qui peut rappeler son géniteur, y compris son teint clair dont elle a hérité. Elle transmettra son dégoût à son fils Malcolm. Selon Malcolm, elle ressemble plutôt à une femme blanche. Elle épouse Earl Little, entre autres, parce qu'il a le teint très noir. Elle est son ascendance blanche. Selon son autobiographe Alex Haley, sa mère aurait été menacée par des membres du Ku Klux Klan, KKK, alors qu'elle était enceinte de lui, en décembre 1924. Elle se rappelait que la famille avait été sommée de quitter Omaha, du fait des liens de son père avec l'UNIA, qui, selon les membres du KKK, cherchait les ennuis. Peu après la naissance de Malcolm, en 1926, la famille vit une courte période au 3448 Pinckney Street, dans les quartiers nord d'Omaha, puis elle emménage à Wisconsin, et peu après, à Lansing qui est situé à Michigan. Leur maison est incendiée en 1929, l'incendie se produit alors que toute la famille est à l'intérieur du domicile, mais personne n'est grièvement blessé. Dans son autobiographie, Malcolm X rapporte que les pompiers n'ont pas fait grand-chose pour mettre fin à l'incendie. L'enquête conduit à l'hypothèse qu'Earl Little avait intentionnellement causé l'incendie, afin de toucher une indemnité de son assurance. La police le met en garde à vue pour incendie criminel, mais cela reste sans suite. La famille Little emménage ensuite dans une maison construite par Earl Little sur Logan Street, dans la banlieue proche de Lansing. En 1931, son père est renversé mortellement par un tramway. Malcolm affirmera que la cause de la mort à l'époque, était remise en question par la communauté noire. Il la refusera lui-même par la suite, arguant que sa famille avait souvent été la cible de Black Legion, un groupe de suprématistes blancs affiliés au Ku Klux Klan, que son père avait accusé d'avoir mis le feu à leur maison en 1929. L'État du Michigan est à l'époque un fief du KKK,
comptant entre 80 000 à 120 000 membres. Bien que le père de Malcolm ait contracté 2 assurances-vie, sa mère ne touche que la plus faible des deux. Malcolm affirmera que la compagnie d'assurance auprès de laquelle avait été contractée la plus importante, a soutenu qu'il s'agissait d'un suicide et a donc refusé de payer. Malcolm, à l'instar de l'ensemble de la communauté noire de la ville, se demande en effet comment son père aurait pu s'assommer en se frappant le crâne, puis rejoindre les rails du tramway pour se faire écraser. Louise Little, traumatisée par la mort de son époux et par la charge de ses enfants, développe une dépression nerveuse, mal soignée. Son état se dégrade. En 1937 ou 1938, voire 1939, elle est hospitalisée au Kalamazoo, Regional Psychiatric Hospital dans le Michigan, où elle reste jusqu'en 1963, date à laquelle sa famille obtient sa sortie. Malcolm Little affirme avoir été l'un des Noirs les plus intégrés à la communauté blanche. Très bon élève, il obtient le diplôme de son école en tête de la classe, mais quitte le système scolaire après qu'un professeur qu'il admire, lui a dit que ses aspirations à devenir avocat ne sont pas du tout réalistes pour un nègre. Ce n'est pas par conviction raciste que son professeur lui explique ceci, mais pour le protéger de désillusions ultérieures, en raison du caractère institutionnel du racisme dans cette partie des États-Unis. Il refuse d'être charpentier, comme son professeur le lui propose. Il essaye de rendre ses cheveux moins crépus et son teint plus clair, mais, malgré la souffrance endurée, c'est un échec. Après avoir voyagé d'une maison d'accueil à l'autre, Malcolm est envoyé une première fois dans un centre de détention, puis emménage à Boston pour vivre avec sa demi-sœur plus âgée, Ella Little Collins. À Boston, il accumule les petits emplois. Il est également employé par intermittence par la New York, New Haven and Hartford Railroad, une compagnie de chemin de fer. En 1942, Malcolm fait partie de la pègre bostonienne. Il doit fuir Boston avec sa compagne de l'époque, Sophia, une jeune femme blanche, à cause d'une rivalité avec un meneur de la pègre. Après avoir quitté Boston, il vit quelque temps dans le Michigan. En 1943, il emménage à New York où il travaille de nouveau brièvement pour la New Haven Railroad. Il trouve même un travail de cireur de chaussures, au Lindy Hop Nightclub. Dans son autobiographie, il affirme avoir ciré les chaussures de Duke Ellington, et d'autres musiciens noirs célèbres. Peu de temps après, à Harlem où il est alors appelé Detroit Red, il prend part à des activités de revente de drogue, de jeux, de raquettes et à des cambriolages. Entre 1943 et 1946, il voyage entre Boston et New York à 3 reprises. Il est arrêté en 1946 à Détroit pour cambriolage, et est mis en prison. Durant la Seconde Guerre mondiale, il passe un examen médical pour être enrôlé dans l'armée. Les médecins militaires le réforment pour le motif « mentalement inapte au service militaire ». Il explique dans son autobiographie, qu'il dut jouer un rôle pour être réformé, et soutenir devant le médecin militaire qu'il était impatient de s'organiser avec les autres soldats noirs, et mettre la main sur une arme afin de tuer quelques crackers, c'est-à-dire des blancs. Dans son dossier établi par le Federal Bureau of Investigation, FBI, apparaît une lettre dans laquelle il se désigne comme communiste, et où il explique certaines raisons de son vœu d'être réformé. J'ai toujours été un communiste. J'ai essayé de m'enrôler dans l'armée japonaise, pendant la dernière guerre, maintenant ils ne m'enrôleront ni ne m'accepteront jamais dans l'armée américaine. Tout le monde a toujours dit, Malcolm est fou, donc il n'est pas difficile de convaincre les gens que je le suis. Or, l'armée japonaise n'a jamais été communiste. Au début de l'année 1946, il retourne à Boston. Il y est arrêté le 12 janvier pour avoir essayé de voler à nouveau une montre de près de $1000 US, qu'il avait laissée dans une bijouterie pour la faire réparer. 2 jours plus tard, il est également poursuivi en justice pour port d'armes. Le 16 janvier, il doit faire face aux charges de vol caractérisé et d'entrée par effraction. Il est condamné à 10 ans de prison, il n'en fera que 7, qu'il purge à la prison d'État de Charleston, dans laquelle il arrive le 27 février. Ses relations sexuelles avec des femmes blanches, il y en avait 2 dans sa bande, dont sa maîtresse, faillirent lui valoir en plus une condamnation pour viol, mais elles refusèrent de l'accuser malgré les incitations de l'instance judiciaire. De plus, Malcolm est dépendant à la cocaïne, qu'il a commencé à consommer lorsqu'il était dans la pègre. En prison,
Malcolm gagne le surnom de Satan, du fait de sa haine du christianisme, de la Bible et de Dieu. Il commence à lire les livres de la bibliothèque de la prison. Il développe bientôt un appétit féroce pour la lecture, avant d'être sujet à l'astigmatisme. Dans plusieurs lettres de prison, mais aussi par la suite, Malcolm insistera sur l'importance de son éducation d'autodidacte. Ainsi, dans une lettre du 15 février 1950, il écrit à un certain Raymond. Mon confinement est d'une autre nature. Je finis ma 4e année d'une peine de prison de 8 à 10 ans. Mais ces 4 années de réclusion se sont révélées être les plus enrichissantes de mes 24 années sur cette terre, et je ressens que ce cadeau du temps était un cadeau qu'Allah me fit, sa manière de me sauver de la destruction certaine vers laquelle j'avançais. On lui attribue également la phrase « Sans éducation, on ne va nulle part dans ce monde. » Ou encore « L'éducation est le passeport pour le futur, car demain appartient à ceux qui s'y préparent aujourd'hui. » Pendant cette période, il correspond avec son frère Reginald, et échange avec lui des idées à propos de Nation of Islam, mouvement auquel Malcolm se convertit par la suite. Ce sont ses frères, déjà membres, qui lui font connaître l'organisation. La Nation de l'Islam est à l'époque une petite organisation de quelques centaines de membres, basée à Chicago. L'organisation a une idéologie marquée par 3 thématiques principales, une forme très hétérodoxe d'islam, un vigoureux nationalisme noir, revendication d'un État pour les Noirs dans le sud des États-Unis, et un total rejet des Blancs considérés comme l'incarnation du démon sur la terre. La citation suivante d'un de ses dirigeants, Elijah Muhammad, illustre cette pensée. Nous avons vu la race blanche, démons, dans le ciel, parmi les justes, causant des troubles, jusqu'à ce qu'ils aient été découverts. Ils ont été punis en étant privés des conseils divins, presque ravalés au rang des bêtes sauvages. Sautant d'arbre en arbre, les singes en procèdent. Avant eux, il n'y avait ni singe ni porc. Jusqu'à la fin de son incarcération, Malcolm correspond régulièrement avec Elijah Poole, dit Elijah Muhammad, le meneur de la nation. Toujours selon son autobiographie, il gagne en notoriété auprès des prisonniers, alors qu'il reste sous la surveillance attentive des autorités qui voient en lui une source potentielle de troubles. On ne lui accorde pas la possibilité d'être libéré au bout de 5 ans pour bonne conduite, car il est considéré comme trop dangereux pour être libéré par anticipation. En février 1948, notamment grâce aux efforts de sa sœur, il est transféré dans une prison expérimentale à Norfolk, Massachusetts, qui possède une bibliothèque bien plus fournie que celle de la prison d'État de Charleston. Il réfléchit par la suite sur ce temps passé en prison. Les mois passaient, et il ne me semblait même pas être emprisonné. En fait, jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais été aussi libre de ma vie. Le 7 août 1952, il est finalement libéré sur parole. Peu après sa libération, Malcolm Little rencontre Elijah Muhammad à Chicago, ce qui marque son intégration complète à Nation of Islam. Assez rapidement, il change son nom de famille pour X. Malcolm explique que ce nom représentait le rejet de son nom d'esclave, en l'absence de son véritable nom d'origine africaine. En effet, dans l'Amérique esclavagiste d'avant 1863, le maître imposait à ses esclaves de prendre son nom afin de les marquer comme ces choses, d'où ce rejet. Le X représente également à la fois la marque appliquée sur le bras de certains esclaves et l'inconnu mathématique, qui symbolise l'inconnu du nom d'origine. Cette vision a conduit de nombreux membres de Nation of Islam à changer leur nom pour X, comme sa future épouse, Betty X, ou à prendre des noms musulmans, supposés plus authentiques. Le 17 février 1953, le FBI ouvre un dossier sur la base de la lettre dans laquelle il se disait communiste en 1950, soit en pleine période de Red Scare, ou de Reds Under the Bed, peur du communisme marquant l'Amérique des années 1950, et résumée par les passions du macartisme et du procès des époux Rosenberg. Selon le Church Committee, le FBI avait alors l'habitude de surveiller, bloquer et réprimer des radicaux comme Malcolm X. Sont incluses dans son dossier, les 2 lettres dans lesquelles il utilise le pseudonyme Malachi Shabazz. Dans Message to the Black Man in America, Elijah Muhammad explique que le nom Shabazz était celui des descendants d'une nation noire asiatique. Le soupçon de communisme s'étant révélé sans fondement,
Malcolm X n'est alors surveillé que pour son appartenance à un culte nationaliste noir. En mai 1953, le FBI conclut que Malcolm X a une personnalité asociale avec des tendances paranoïaques, paranoïa schizophrénique prépsychotique, et qu'il a en réalité cherché à traiter son désordre mental. Cela est soutenu plus précisément par la lettre interceptée par le FBI, datée du 29 juin 1950. Plus tard dans l'année, Malcolm quitte le foyer de sa demi-sœur Ella pour aller vivre chez Elijah Muhammad à Chicago. Il devient assez vite le prêcheur du 11e temple de Nation of Islam. En 1954, Malcolm est choisi pour diriger le temple numéro 7 de Nation of Islam sur Lenox Avenue à Harlem, NY, appelé conjointement Boulevard Malcolm X depuis 1987. Il multiplie les effectifs des fidèles en peu de temps. Malcolm X dégage une très grande énergie, et est capable de travailler d'un jour sur l'autre, avec seulement 4 heures de sommeil ou moins. Il lit beaucoup, et lorsqu'il adhère à une cause, il s'y dévoue entièrement. C'est un orateur convaincant, et il devient connu nationalement, après une émission de télévision locale consacrée à Nation of Islam, The Hate That Hate Produced, diffusée en 1959, émission où il est interrogé. L'organisation était jusqu'alors peu connue. À la suite de l'émission, l'intérêt médiatique pour l'organisation, et pour Malcolm X grandit considérablement. La presse, la radio et les émissions télévisées aux États-Unis puis dans le monde entier, recherchent et retranscrivent régulièrement ses déclarations les plus marquantes. Dans l'intervalle qui sépare sa conversion à la cause de Nation of Islam en 1952, et sa séparation de l'organisation en 1964, il épouse pleinement les enseignements d'Elijah Muhammad, notamment le fait de faire référence aux Blancs comme à des diables, créé par un programme d'élevage mal orienté d'un scientifique noir, Yacoub. X prédit l'inévitable et imminent retour des Noirs à ce qu'ils voient comme leur place naturelle, à savoir en haut de l'échelle sociale et de l'ordre social. Malcolm sait que sa renommée devient une cause de jalousie considérable à Nation of Islam, et s'efforce de ne pas l'alimenter lors de ses apparitions en public. Mais il apparaît cependant, bientôt comme le deuxième meneur le plus influent de Nation of Islam, après Elijah Muhammad lui-même. Il ouvre des temples supplémentaires, et notamment un à Philadelphie. On lui attribue souvent un rôle important dans la croissance de l'organisation, passée de 500 membres en 1952 à 30 000 en 1963. Conformément à l'idéologie de Nation of Islam, il prône le repli identitaire et le séparatisme noir. Il s'oppose au mouvement afro-américain des droits civiques, non seulement parce qu'il en critique la méthode non violente, mais surtout parce que ce mouvement est porteur d'universalisme, d'indifférenciation entre les races. Malcolm X encadre l'organisation de Fruit of Islam, un groupe paramilitaire. Il organise en 1957 avec ses troupes, le siège d'un poste de police puis d'un hôpital. Malcolm X prononce de nombreux discours haineux, appelant à la haine des Blancs, se réjouissant lorsqu'un avion d'Air France plein de Blancs s'écrase, ou lorsque le président John Fitzgerald Kennedy est assassiné à Dallas. Ces discours de haine l'ont popularisé, car il se faisait ainsi l'exutoire de la rage d'une jeunesse noire défavorisée. D'avril 1957 à mai 1957, il publie une série de 6 articles sous le titre de God's Angry Man, c'est-à-dire l'homme en colère de Dieu, dans les colonnes du New York Amsterdam News. Il se rend à Jérusalem en 1957 et à Gaza en 1964, dans une démarche s'inscrivant dans ce qu'il conçoit comme étant une lutte de libération transnationale et cosmopolite. Le 14 janvier 1958, Malcolm épouse Betty Shabazz, née Sanders, à Lansing, Michigan. Ils auront 6 filles, qui toutes porteront le nom de Shabazz. Leurs prénoms, principalement issus de la langue arabe, parfois confondus avec des prénoms musulmans, seront Atala, né le 16 novembre 1958, Kubila, né le 25 décembre 1960, Ilyasa, né le 22 juillet 1962, Gamila Lumumba, né le 4 décembre 1964, et les jumelles Malak et Malika, nées le 30 septembre 1965, soit 7 mois après la mort de Malcolm X. Malcolm X était bisexuel. Il a eu des relations tarifées avec des hommes à l'âge de 20 ans, puis a ensuite vécu une véritable relation affective avec un ami, Paul Lennon. Un de ses biographes, l'universitaire Manning Marable,
revient sur le sujet dans Malcolm X, A Life of Reinvention, et confirme ces informations sur la base de nouveaux témoignages. La bisexualité de Malcolm X a été souvent volontairement dissimulée, niée ou ignorée, notamment par ses partisans. Malcolm X joue un rôle important dans la conversion du boxeur Cassius Clay. Cela commence le 25 février 1964 quand Cassius Clay bat Sonny Liston, le champion en titre des poids lourds. La cote des paris était de 7-1 en faveur de Liston. Peu de gens remarquent un homme grand et silencieux se tenant au pied du ring, impeccablement vêtu d'un costume sombre, d'une cravate et d'une chemise blanche immaculée, regardant attentivement le combat. Cet inconnu est l'ami et mentor de Cassius Clay, Malcolm X. Quand Cassius Clay est déclaré vainqueur par KO au 7e round, Malcolm y voit un signe divin, qu'Allah guiderait le jeune Cassius sur le ring. Le lendemain matin, lors de la traditionnelle conférence de presse, Cassius Clay déclare aux journalistes: Je crois en Allah et dans la paix. Je n'essaie pas de déménager dans des quartiers blancs. Je ne veux pas épouser une femme blanche. J'ai été baptisé à l'âge de 12 ans, mais je ne savais pas ce que je faisais. Je ne suis plus chrétien. Je sais où je vais, et je connais la vérité, et je n'ai pas besoin d'être ce que tu veux que je sois. Je suis libre d'être ce que je veux. Et qu'il serait désormais connu sous le nom de Cassius X, en l'honneur de Malcolm X. Cassius Clay rejoint officiellement Nation of Islam en 1964, change son nom de Cassius X, pour celui de Muhammad Ali sur le conseil d'Elijah Muhammad. Ce changement de nom a lieu à un moment où Malcolm X commence sa rupture d'avec Nation of Islam. Dans un premier temps, Muhammad Ali critique X pour sa rupture, puis après la mort d'Elijah Muhammad, il rallie à son tour l'islam sunnite. En septembre 1960, le dirigeant révolutionnaire cubain Fidel Castro se rend aux États-Unis dans le but de s'adresser à l'Assemblée générale des Nations unies. Durant son séjour à New York, Castro reçoit un accueil chaleureux de la part des autorités des États-Unis, mais la délégation cubaine doit se déplacer de l'hôtel Shelbourne à l'hôtel Teresa à Harlem, car Castro se plaint qu'on lui ait demandé de payer par avance. Malcolm X rencontre Fidel Castro en tant que membre de tête d'un comité d'accueil, qui avait été mis en place à Harlem plusieurs semaines auparavant. Le but de ce groupe, qui rassemble un nombre important de Noirs, est de rencontrer les chefs d'État, particulièrement ceux venant d'Afrique, qui vont s'adresser à l'Assemblée générale de l'ONU. 3 pays africains deviennent membres de l'ONU à l'occasion de cette session. À partir du début des années 1960, plusieurs controverses vont progressivement éloigner Malcolm X d'Elijah Muhammad. La divergence fondamentale porte sur la politique. Malcolm X est intéressé par le mouvement américain des droits civiques des Noirs, tel qu'il se développe depuis 1955. Si l'idéologie officielle du mouvement est opposée au nationalisme noir, et revendique simplement un statut d'Américain normal pour les Noirs, X considère qu'il doit y avoir une présence des nationalistes noirs et des Black Muslims, dans ce qui apparaît alors comme le premier grand mouvement de masse noire de l'histoire des États-Unis. Il considère également que les militants pour les droits civiques et les nationalistes noirs partagent les mêmes objectifs avec des méthodes différentes. Elijah Muhammad est en revanche hostile à la fin de la ségrégation raciale et au soutien à un mouvement dans lequel se trouvaient de nombreux blancs progressistes. Il craint la dissolution des Noirs dans un ensemble américain dominé par les Blancs. Conformément à la position officielle de la nation, Malcolm X critique la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté, March on Washington for Jobs and Freedom, du 28 août 1963, ne comprenant pas pourquoi les Noirs s'ébahissaient d'une manifestation menée par les Blancs, devant une statue d'un président mort depuis 100 ans, et qui ne nous aimait pas lorsqu'il était en vie. Mais la tentation d'un rapprochement avec les autres organisations noires semble avoir été forte, et semble aussi avoir été un point de divergence avec Elijah Muhammad. D'autre part, Malcolm X souhaitait séparer les combats politiques des croyances religieuses, et s'organiser avec des Noirs non musulmans. Nous ne mélangeons pas notre religion et notre politique. Nous gardons notre religion dans notre mosquée. Enfin, il prend parti en faveur d'une révolution qui renverserait également le système économique, et affirme qu'il n'est pas sur cette terre de système qui se soit montré plus corrompu, plus criminel que celui qui, en 1964, tient encore colonisé et en esclavage 22 millions d'Afro-Américains. Le second sujet porte sur des affaires de mœurs.
Des rumeurs courent alors depuis quelque temps, sur les nombreux adultères commis par Elijah Muhammad avec de jeunes secrétaires du mouvement. Warid Din Muhammad, le propre fils d'Elijah Muhammad, et un ami proche de X, informe ce dernier en 1963, que son père avait mis enceinte 6 de ses secrétaires, l'adultère étant pourtant contraire aux enseignements de Nation of Islam. Après avoir écarté ces informations, Malcolm X aurait fini par en obtenir confirmation en 1963. Elijah Muhammad lui-même, aurait fini par indiquer qu'étant l'envoyé de Dieu sur terre, il n'était pas soumis aux mêmes règles que le commun des mortels, expliquant que cette activité avait pour but de suivre la lignée des prophètes bibliques. Malcolm X nota qu'il ne fut pas satisfait par l'explication, mais que sa foi en Elijah Muhammad ne vacilla pas. Il indiqua aussi qu'il était navré de voir d'autres prêcheurs faire un usage personnel des fonds de Nation of Islam. Le troisième contentieux porte sur la religion. Malcolm X a commencé à s'intéresser à l'islam sunnite officiel sous l'influence, semble-t-il, du propre fils de Muhammad, Warid Din Muhammad, lequel indique qu'il s'était intéressé à l'islam orthodoxe dès les années 1950, en prison. Or la religion prêchée par Elijah Muhammad en est assez éloignée. L'intérêt montré par Malcolm X à l'égard de l'islam orthodoxe, ne peut donc que l'éloigner de son mentor. On peut enfin citer des divergences d'ambition. L'aura de Malcolm X au sein de la communauté noire en général et de Nation of Islam en particulier, sa médiatisation importante, semble avoir inquiété Elijah Muhammad. Au printemps de 1963, Malcolm X commence à collaborer avec Alex Haley pour écrire son autobiographie. En novembre 1963, après l'assassinat du président Kennedy, toutes les divergences éclatent sur la place publique, après une déclaration controversée de Malcolm X. Celui-ci déclare en effet, que la violence que Kennedy n'avait pas pu arrêter se retournait contre lui. Il ajoute: Chickens coming home to roost never made me sad. It only made me glad. Ce qui signifie que les poulets revenant au poulailler ne m'ont jamais rendu triste. Cela m'a toujours fait plaisir. En français, chickens coming home to roost a une signification proche de qui sème le vent récolte la tempête. Malcolm X semble ainsi affirmer que, puisque la société américaine et son président ont opté pour la violence, il n'est pas étonnant que celle-ci produise un effet boomerang. Cette phrase pouvait se comprendre comme une approbation de l'assassinat. Elijah Muhammad désavoue cette déclaration et interdit à Malcolm X toute déclaration publique pendant 90 jours, injonction à laquelle Malcolm X obéit. Mais les relations entre les deux hommes atteignent leur point de rupture. Dans son autobiographie, Malcolm X affirme même qu'un de ses assistants lui aurait alors dit avoir reçu l'ordre de la direction de la Nation of Islam de le tuer. Le 8 mars 1964, il annonce officiellement qu'il quitte Nation of Islam. Le 11 mars 1964, il fait peser la responsabilité de la rupture sur l'organisation. Les officiels nationaux ici, au siège de Chicago, savent que je n'ai jamais quitté Nation of Islam de ma propre initiative. Ce sont eux qui ont conspiré avec le capitaine Joseph, ici, à New York, pour me forcer à quitter la nation. Afin de sauver les officiels nationaux et le capitaine Joseph de la disgrâce d'avoir à s'expliquer de m'avoir évincé, j'ai annoncé par voie de presse que j'étais parti de ma propre initiative. Je n'ai pas pris la faute sur moi pour protéger ces officiels nationaux, mais pour protéger la foi que vos fidèles ont en vous et en Nation of Islam. Le 12 mars, il annonce la fondation de sa propre organisation religieuse, The Muslim Mosque Inc. Peu de temps après, il se convertit à l'islam sunnite orthodoxe. Le 13 avril 1964, Malcolm X part de l'aéroport international de New York pour faire le pèlerinage à la Mecque, le Hajj, dont il revient sous le nom musulman, de Malek el-Shabazz. Son épouse et ses filles prennent alors le nom de famille de Shabazz. Il condamne le racisme anti-blanc de Nation of Islam. Mais Malcolm X reste fidèle à une action tournée de façon privilégiée vers le peuple noir. Il refuse aussi de condamner la violence des opprimés, et a des paroles assez dures pour les tenants de la non-violence, qu'il accuse d'encourager à la soumission. C'est ainsi le cas dans son célèbre discours, The Ballot or the Bullet, du 3 avril 1964, peu de temps avant son départ à la Mecque, où il menace de recourir à la violence. Toutefois, elle serait usée uniquement comme autodéfense et réponse à une autre violence,
celle des White Citizen Council et du Ku Klux Klan, notamment, à une injustice que ni la police, ni le gouvernement ne veulent régler et souvent même créent. Il traite certains politiciens blancs du terme anti-blanc de crackers. Pour lui, la priorité n'est donc pas d'unir les blancs et les noirs, il faut d'abord que l'union des noirs soit complète. Peu de temps après son retour de la Mecque, Malcolm X fonde l'Organisation pour l'unité afro-américaine, un groupe politique non religieux. Il affirme ainsi sa volonté de mener à la fois une lutte religieuse pour l'islam, et une lutte politique pour les noirs, les deux fonctionnant de façon autonome. Si Malcolm X rompt avec la Nation of Islam sur le plan religieux, il reste relativement fidèle aux idées socio-économiques de l'organisation nationaliste noire, insistant notamment sur l'importance de l'existence d'entreprises noires indépendantes des Blancs, et de l'auto-organisation de la communauté. Il visite l'Afrique durant les mois d'avril et de mai 1964. Lors de ce voyage en Afrique, Malcolm X s'intéresse à la récente organisation de l'unité africaine, fondée en 1963, qui avait pour but de fédérer l'ensemble des États africains. De retour, aux États-Unis, c'est sur ce concept de fédération qu'il est convaincu de la nécessité de créer une organisation, rassemblant les Afro-Américains sans distinction de leurs diverses appartenances religieuses ou politiques. Le 28 juin 1964, Malcolm X annonce la création de l'Organization of Afro-American Unity. Lors d'une conférence publique donnée à l'Audubon Ballroom de New York, la charte de l'OAU est rédigée par John Henrik Clarke, Albert Clage, Jesse Gray et Gloria Richardson. Le mouvement sera éphémère, il s'étiole après l'assassinat de Malcolm X le 21 février 1965, malgré la reprise du mouvement par la demi-sœur de Malcolm, Ella Little Collins. Cela dit, l'OAU est devenue l'inspiration de divers groupes se réclamant du Black Power. La tension entre Malek el-Shabazz et Nation of Islam ne cesse alors de croître. Le 14 février 1965, sa maison fait l'objet d'un attentat à la bombe. 2 mois avant son assassinat, le dirigeant de Nation of Islam Louis Farrakhan écrit « Un tel homme est digne de mourir ». Le 21 février 1965, Malcolm X prononce un discours dans l'Audubon Ballroom situé au carrefour du 3940, Broadway et la West 165 Street dans le quartier des Washington Heights. Il se tient devant un auditoire de 400 personnes, dont son épouse et ses enfants. Le discours commence à peine lorsqu'une dispute éclate dans la foule, un homme en accusant un autre de lui fouiller les poches. Malcolm X, au micro, les appelle au calme lorsqu'un membre des Black Muslims s'avance vers lui avec un fusil à canon scié. Touché au ventre, Malcolm X tombe en arrière, tandis que 2 autres personnes lui tirent 21 fois dessus avec des revolvers. Malcolm X est emmené à l'hôpital le plus proche, le Columbia University Irving Medical Center. Il y décède peu de temps après son arrivée à 3h30 heure locale. L'identité des commanditaires reste inconnue, bien que les soupçons se portent principalement sur Nation of Islam, infiltrés par plusieurs agents du FBI, lorsqu'ils ont appris l'existence d'un projet d'assassinat de Malcolm X. 3 membres de Nation of Islam seront reconnus coupables en 1966, Norman 3X Butler, Thomas 15X Johnson, et Talmadge Hayer. L'organisation elle-même niera toute participation à l'assassinat. Betty Shabazz, l'épouse de Malcolm X, qui est morte en 1997, a publiquement accusé Farrakhan d'un rôle dans le meurtre. Celui-ci a admis, au début 2007, « J'ai pu être complice en parole, tout en niant une implication directe de l'organisation ». En 1994, Qubila Shabazz, une des filles de Malcolm X, est arrêtée et inculpée pour avoir payé un tueur à gages chargé de tuer Farrakhan, accusation abandonnée en 1995. Il a également été envisagé que le FBI ait eu connaissance du projet d'assassinat, et l'ait couvert, voire aidé. Cette hypothèse a été reprise par la Nation of Islam. Pour l'historien Manning Marable, le FBI pourrait effectivement avoir encouragé l'assassinat de Malcolm X. L'hypothèse d'une implication du FBI et du NYPD est corroborée en février 2021, par le dévoilement d'une lettre posthume de confession d'un ancien policier. Celui-ci y explique avoir été chargé d'infiltrer le mouvement de Malcolm X de 1964 à 1971, et raconte comment il a facilité l'assassinat de Malcolm X, notamment en procédant à l'arrestation de ses 2 gardes du corps, 2 jours auparavant.
Le 24 février 1965, Martin Luther King qualifie son assassinat de grande tragédie, et regrette qu'il se soit produit à un moment où Malcolm X se dirigeait vers une meilleure compréhension du mouvement non violent, et que le meurtre de Malcolm X prive le monde d'un grand leader potentiel. Malcolm X repose au Ferncliff Cemetery de Hartsdale, dans le comté de Westchester, État de New York, aux côtés de son épouse Betty Shabazz. En février 2020, Netflix diffuse une série documentaire intitulée Qui a tué Malcolm X? Celle-ci revient sur les faits de 1965, en particulier sur la condamnation de 2 suspects, Muhammad Abdul-Aziz et Khalil Islam, qui auraient été absents lors de l'assassinat de Malcolm X. À la suite de la diffusion, le procureur de district Cyrus Vance annonce un réexamen préliminaire du meurtre de Malcolm X, afin de décider d'une possible réouverture de l'enquête judiciaire.